réflexion, et je vais essayer de vraiment faire le rôle du discutant, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé d'intervention, mais j'ai pris des notes au fur et à mesure en écoutant ce qui se disait. Alors, je ne vais pas pouvoir réagir sur tout le monde, mais il y a quelques choses qui me sont venues. La première chose, c'est sur les interventions de Eluna Paraskevova et Marina Teller, et c'est vrai qu'en les écoutant, et en particulier le fait que la présentation était assez nuancée de votre part, puisque vous avez quand même expliqué d'abord pourquoi il y avait un besoin de couverture sur des marchés qui sont des marchés où les variations sont très fortes. Et de fait, on pourrait dire, d'un certain point de vue, que quand les premières coopératives agricoles céréalières ont commencé à construire des silos contre les négociants pour stocker la céréale, pour les vendre au bon moment, spéculaient aussi, puisque, d'un certain point de vue, ils conservaient leurs céréales tant qu'on n'arrivait pas au bon moment pour les vendre. Et on pourrait dire que si on veut une couverture, il faut qu'en face, forcément, il y ait un spéculateur. Le spéculateur n'est pas mauvais en soi, puisque c'est lui qui assure la contrepartie du besoin d'assurance qu'a la personne qui a un besoin de couverture à satisfaire. Et donc, toute la question n'est pas la question de l'interdiction de la spéculation, puisque l'investissement, par nature, est de toute façon, dans une économie de marché, un pari sur l'avenir, et c'est le principe même du crédit bancaire à l'origine. C'est de croire qu'on va créer plus de richesses demain qu'on en a aujourd'hui en avançant de l'argent à quelqu'un. C'est une question d'excès. Et c'est vrai que là, le parallèle avec toutes les discussions qu'on a eues, je pense, à la fois, je vous avais parlé des subprimes, mais vous auriez pu parler de la dette publique. Je pense que quand, par exemple, on a interdit les CDS à nu en Europe, c'est-à-dire la possibilité de prendre une assurance contre l'incendie de la maison qu'on ne possède pas, la maison de son voisin, et qu'évidemment, on a plutôt intérêt, dans ces conditions, qu'elle brûle, parce que ça vous permettra de toucher la prime. Là, on est clairement dans une logique où la folie des marchés financiers aboutit à multiplier des produits toujours plus sophistiqués, dans la seule finalité, de fait, d'enrichir ceux qui les mettent sur le marché. Et donc, il était bien de rappeler qu'il fallait que ce soit connu, donc que ça rentre dans les champs de compensation, qu'il y ait de la traçabilité. Et on voit bien que le combat n'est pas terminé, puisque dans les domaines que je suis, par exemple l'interdiction pour les banques de spéculer avec leurs propres capitaux, l'interdiction de spéculer en compte propre, on voit bien que la réglementation Volcker qui était prévue aux États-Unis n'est toujours pas appliquée 2 ans après avoir été votée. Donc voilà, le combat est loin d'être acquis. Mais il faut quand même saluer l'effort avec lequel des questions économiques assez techniques nous ont été expliquées de manière très pédagogique par les 2 intervenantes niçoises. Alors, maintenant, je voudrais aussi saluer Clotilde Jourdain-Fortier, puisque même si elle s'en est un peu défendue, elle a quand même courageusement défendu l'OMC dans cette salle qui ne lui est pas spontanément acquise. Et au-delà de ce trait d'ironie, puisque pour avoir l'occasion de discuter parfois avec Pascal Lamy, j'ai retrouvé un certain nombre de choses qui lui sont coutumières quand il défend cette petite organisation, c'est que, de fait, on est dans une situation où, de fait, il y a quand même un certain nombre de choses que vous avez dit avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, je pense que dans un contexte où, de fait, c'est pas la loi du marché qui s'applique quand il n'y a pas... C'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort n'est pas la loi du marché idéale telle qu'on l'ait pensée. C'est la loi du marché telle qu'il fonctionne concrètement dans un monde où justement il y a des États et que ces États ont du pouvoir et que ces États défendent peut-être les intérêts de leurs entreprises, mais que les intérêts de leurs entreprises se confondent aussi parfois avec les intérêts de puissance des États. Il ne faut pas céder à un économisme qui donnerait les États comme les marionnettes de leurs entreprises. Les États ont aussi des logiques de puissance qui sont très fortes, et de ce point de vue-là, savoir si le gouvernement chinois est l'esclave de ces entreprises ou si c'est la Chine qui a une politique de puissance, je laisse cette question ouverte pour ceux qui veulent y réfléchir dans la salle. Bon, donc, quand vous avez dit le multilatéral, finalement, ça vaut mieux que le bilatéral, il suffit de voir ce qui s'est passé depuis le blocage du processus de Doha pour voir à quel point les accords bilatéraux qui se multiplient, d'abord à l'initiative des États-Unis, puis maintenant à l'initiative de l'Union européenne, qui a fini par s'y mettre aussi, sont des accords qui sont plutôt plus défavorables pour les États du Sud que l'était une logique multilatérale, surtout dans un contexte où à l'OMC, il faut l'unanimité des États. Alors on peut discuter, enfin je ne suis pas un naïf,
de l'OMC, mais je pense qu'il faut quand même l'admettre. L'autre chose avec laquelle je serais assez d'accord avec vous, et justement là c'est tout le débat sur la jurisprudence de l'ERD, c'est que de fait, une des questions centrales, c'est pas forcément de développer un droit économique en dehors de l'OMC, mais d'inclure dans le droit de l'OMC des questions qui sont des questions de protection du consommateur, de santé, qui sont aussi essentielles, je veux dire, et qui d'ailleurs sont en lien direct avec les questions alimentaires. Parce que vous savez bien, les jurisprudences sur les importations de faux hormones ou des choses comme ça, on voit bien là où on touche immédiatement les questions de santé publique par rapport à des questions agricoles. Alors là où je ne vous suis plus, c'est dans cette vision un peu irénique que vous avez donnée de la théorie ricardienne et de ce que j'ai cru entendre dire, mais peut-être je me trompe, que finalement un des avantages de l'OMC, c'est que ça permet aux pays qui ont besoin de se nourrir parce qu'ils sont structurellement insuffisamment producteurs de matières premières agricoles d'importer. Mais rien n'interdit à quiconque d'importer, de toute façon. Je veux dire, ceux qui sont d'avis de permettre une certaine souveraineté alimentaire veulent donner au pays le droit de se protéger, mais il n'est pas question d'interdire au pays qui a besoin d'importer cette question. Et surtout, de dire que la réalité historique, c'est quand même que celui qui produit du drap, c'est souvent celui qui produit du vin, et que celui qui produit du vin, il produit plus de vin et plus de drap, et plus rien du tout, et il a 800 millions de paysans qui sont dans une situation de sous-alimentation. Parce que, précisément, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que la sous-alimentation, les problèmes de misère, sont des misères de la paysannerie. Et que donc la question est bien la question de la protection de ces paysans, puisque de fait le modèle du marché tel qu'il s'impose aujourd'hui n'est pas un modèle qui favorise l'enrichissement de ces paysans. Et alors là, c'est le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que j'ai quand même trouvé qu'on était quand même dans une vision... On parlait un peu de théorie et pas assez des faits. Alors ça, c'est mon côté journaliste, c'est que j'aime bien regarder les faits. Et les faits, c'est qu'on discute sur est-ce que le libre-échange, c'est la bonne solution, comme si le libre-échange était ce qui s'applique. Mais le libre-échange ne s'applique pas. La réalité de l'ordre commercial mondial, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et on sait très bien que les grands États quand ils l'ont souhaité, ont été capables d'avoir des politiques tout à fait protectionnistes en matière agricole, tout en étant dans le libre-échange, dans d'autres domaines où ils le souhaitaient. L'exception alimentaire que vous appelez de vos voeux, mais le Japon, il la met en œuvre tous ces jours pour ses producteurs de riz. Les Suisses, ils sont très bien pour le recyclage de l'argent sale, etc. Mais ils aiment bien avoir le rance des vaches et leur beau fromage avec une protection agricole de leurs belles prairies. On pourrait continuer la liste. Je veux dire que... Alors ensuite, chaque pays a sa stratégie. Les grands pays ont des stratégies. La France, les États-Unis, ils sont sur des modèles plus exportateurs, pétrole vert, etc. Après l'autosuffisance, on est passé au pétrole vert. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu la maîtrise de notre souveraineté alimentaire. On ne peut pas dire qu'on a appliqué strictement les règles du libre-échange. Oui, je termine. On importe certains biens, on choisit de les importer. Parfois, c'est un modèle qui fait faillite. On le voit bien dans le domaine des céréales, de la volaille bas de gamme aujourd'hui en Bretagne, qui se nourrit effectivement d'aliments qui sont importés au niveau d'1 milliard d'euros. Hein. La balance commerciale de la Bretagne, c'est 1 milliard d'euros d'importation, il faut le savoir, en matière alimentaire. Donc, mais on a décidé nous-mêmes de faire ça. Et derrière le discours qu'on a pu tenir, où c'était les méchantes multinationales et les méchants États qui imposent le libre-échange à ces pauvres petits pays, c'est vrai que souvent ce sont de pauvres petits pays, mais ce sont surtout de pauvres petits paysans qui sont victimes d'États qui ne sont pas des États développeurs, qui ne sont pas des États soucieux d'affirmer leur souveraineté. Et de ce point de vue-là, je pense que je termine là-dessus, c'est que il faut en finir avec le discours naïf des intermondialistes qui donnent un tel pouvoir à l'OMC, parce qu'au fond, donner un tel pouvoir à l'OMC ou donner tel pouvoir aux organisations internationales et au consensus de Washington, c'est se valoriser soi-même. On a un ennemi et soi-même, on est les représentants de la société civile internationale, le peuple du monde, c'est nous contre les méchants. En fait, la réalité qu'on a bien vu revenir sur la scène mondiale aujourd'hui, avec la montée des émergents, c'est qu'il y a de fait une société internationale qui est une société d'État. C'est une société d'État avec des rapports de force. Et on le voit bien justement aux difficultés qu'on a d'avancer en matière de négociations commerciales internationales, y compris dans le domaine agricole, mais pas seulement dans le problème du monde agricole. Et donc il est plus que jamais nécessaire d'avoir des voix qui portent un intérêt général mondial et qui portent les questions
en général de la démocratie, et c'est pour ça que le thème de la démocratie alimentaire est un thème particulièrement beau, et je remercie Lascaux de le porter aujourd'hui. J'aurais encore 10 000 choses à dire, mais bon... La discussion pourra se poursuivre peut-être après. Merci beaucoup. Quelques minutes encore. Alors peut-être Florence Sobricaillot, si vous voulez nous rejoindre, et après on pourra écouter, peut-être entendre 2 ou 3 questions dans la salle. Catherine Delconte m'a déjà signalé qu'elle voulait intervenir après. Merci chers collègues. Alors, quelques mots. Finalement, je souhaiterais revenir sur ce qui a été dit et peut-être me tourner d'abord vers nos collègues niçoises, parce que j'ai relevé, bien qu'étant non spécialiste de cette question des prix et spéculations, j'ai relevé que vous aviez fait allusion au principe de précaution. Alors, le principe de précaution, comme nous le savons, c'est un principe qui s'applique plutôt aux risques incertains, inconnus scientifiquement parlant. Et je me demandais, en vous écoutant, quand vous nous dites que finalement il y a un risque d'aggraver l'insécurité alimentaire, alors est-ce que ce risque d'aggraver l'insécurité alimentaire est finalement un risque que l'on peut considérer comme incertain, suffisamment incertain pour qu'on puisse invoquer le principe de précaution? C'est la façon dont j'ai compris votre propos. Oui, moi, disons que je l'ai vraiment abordé comme une question de méthode pour un juriste, parce que pour moi, la question n'était pas tant de savoir s'il y avait un risque incertain au sens précis du terme, est-ce que c'est un risque sérieux, et est-ce que de façon générale, en tant que méthode, le principe de précaution, je l'ai abordé de cette manière-là, le simple fait que ce risque est relayé par une inquiétude forte, voire une panique de l'opinion publique, ne suffisait pas pour réagir. Vous voyez ? Et c'est la nature sérieuse de ce risque et ce doute légitime, tout simplement, qui me conduisait vers la voie du principe de précaution en tant que méthode. Je réitère encore une fois ma démarche. Merci. Alors, ensuite, simplement et rapidement, parce que le temps nous est compté, Clotilde Jourdain, d'abord, je crois que je voudrais vous remercier d'avoir quand même d'avoir eu effectivement le courage de nous dire qu'on pouvait ne pas quitter la planète OMC. Il me semble effectivement qu'il est assez opportun de tenter de faire évoluer les choses, et notamment à travers les valeurs non marchandes au sein de la planète OMC. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais simplement sur ces valeurs non marchandes. On a parlé de solidarité alimentaire. Alors, la solidarité alimentaire renvoie à l'idée de donner l'accès aux aliments. Mais ne s'agit-il pas aussi de permettre aux populations d'accéder à des aliments suffisamment sûrs et de qualité suffisamment acceptable sanitairement parlant? Et donc je crois que parmi les valeurs non marchandes, il faudrait aussi mettre en avant l'idée que les aliments, les produits agricoles, y compris de base, doivent être des aliments qui, d'un point de vue sanitaire, sont suffisamment fiables. Et là, je pense bien sûr, il y a le problème des OGM, il y a le problème des contaminations, des résidus de pesticides, etc. etc. Voilà. Donc je crois qu'il serait bon aussi de faire apparaître cet aspect-là, et pas seulement celui de peut-être solidarité. C'est une question qui est beaucoup plus... Je suis totalement d'accord. La protection de la santé, c'est l'accès aux aliments et c'est l'accès à une alimentation saine. Et simplement, c'est une question qui est beaucoup plus développée dans la littérature juridique et extra-juridique, dont je n'en ai pas parlé, mais c'est sûr. Et là encore, je vais croire que l'OMC, je vais vraiment passer pour celle qui défend l'OMC, alors que je suis plutôt d'habitude critique, en tout cas dans mes écrits, parce que je crois que l'OMC a vraiment besoin d'évoluer. Mais là, voilà, je place pour celle qui défend l'OMC, parce que je crois qu'il y a
elle peut jouer un rôle important, et sur la question de la qualité des aliments, de la sécurité, il y a des textes, il y a effectivement l'accord OTC, il y a l'accord SPS, mais il y a toujours, on sort toujours la question de la nécessité de faire évoluer quand même la jurisprudence qui est rendue par l'organe de règlement différent. Si vous me permettez, je crois que l'évolution doit aller au-delà de la jurisprudence de l'organe de règlement des différends, parce que justement, vous faites allusion à cet accord SPS et j'y pensais, il me semble que du point de vue justement de ces aspects gestion des risques, il n'est absolument pas suffisant, et il faudrait effectivement sortir un peu de cette gestion des risques qui ne passe que par une évaluation scientifique et finalement on se livre à une bataille des rapports scientifiques, une véritable guerre de rapports scientifiques, et qui ne donne pas toujours des éléments satisfaisants. On a parlé tout à l'heure, et je m'arrêterai là, je vous le promets, c'est ma dernière remarque, on a parlé tout à l'heure très rapidement de l'affaire du bœuf aux hormones. Moi, je me pose la question, depuis que le mémorandum d'accord a été signé entre notamment le Canada et l'Union européenne, que se serait-il passé si, économiquement parlant, l'Union européenne n'avait pas pu se permettre ces concessions commerciales? Eh bien, c'est tout simple, il aurait fallu qu'elle fasse des concessions sanitaires. Donc je crois que c'est là qu'il faut, et je crois qu'il est absolument important d'essayer de faire évoluer, notamment dans cet accord SPS et aussi dans d'autres accords OMC, de faire évoluer les textes et les dispositions. Voilà, je vous remercie. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, une question m'avait été signalée. Il faut prévoir le temps pour chacun de se rendre à Stéréolux aussi. Donc, simplement, je veux bien prendre une ou deux questions, à condition qu'elles soient brèves et que les réponses le soient aussi, ce qui est un double défi. Peut-être Catherine, sans micro. Oui, une question pour Clotilde Jordan-Fortier, une question brève. Si j'ai bien compris, la définition que vous retenez de la sécurité alimentaire, c'est une définition très étroite qui exclut le droit à l'alimentation dans la dimension droit à l'alimentation adéquate et dans la dimension culturelle de l'aliment telle qu'elle est définie dans les textes internationaux, notamment dans la FIDES ou la déclaration de Charlemagne. Et est-ce qu'en restant à cette définition de la sécurité alimentaire, le droit d'être nourri, d'avoir accès physique à un aliment, ne vide pas de son sens, pour partie au moins, la notion de facteur légitime non commercial, dans la mesure où le facteur légitime non commercial serait la protection de la santé exclusivement. Or, l'aliment, c'est aussi le droit de choisir son alimentation, d'avoir une alimentation conforme à ses pratiques culturelles et sociales. Oui, je comprends, hein, je comprends et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut avancer à petits pas, en tout cas dans le cadre de l'OMC, parce que ce que vous évoquez, c'est une préoccupation qui est aussi importante. Et quand je dis avancer à petits pas, ça fait partie de ces objectifs non commerciaux qu'il faut développer au sein de l'OMC. Je pense par exemple à une affaire récente qui est dans un tout autre domaine, mais pas tant, c'est l'affaire récente sur l'étiquetage sur l'origine de la viande carnée, où on voit que pour la première fois, l'organe de règlement des différends va viser comme objectif légitime, par exemple, la protection, l'information du consommateur, la protection du consommateur à travers son information sur l'origine de la provenance de la viande. Alors que jusqu'à présent, on n'avait pas eu encore de décision sur cette question, la protection du consommateur et le droit à l'information qui se transforme. Un droit de savoir de la part du consommateur. Donc voilà, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais bon, je crois que, après c'est mon sentiment personnel, pour ma part, il me semble que l'actualité, c'est avant tout, si on devait hiérarchiser les choses, c'est avant tout de favoriser l'accès de tous à des aliments. C'est déjà ça. Voilà, c'est-à-dire que dans le cadre de l'OMC, on a beaucoup travaillé sur la question de la qualité des produits, mais la question de l'accès est très en retrait et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour créer des mécanismes d'accès de tous à des aliments en quantité suffisante. Merci beaucoup. Une dernière question. C'est pas une question, c'est plutôt une petite remarque et après je vais finir. Vous avez dit que en fait, l'OMC, elle crée de l'interdépendance. Non, elle crée de la dépendance. Et avec la dépendance, il n'y a pas de solidarité, il y a d'imposition et d'enjeu de force. Et pour la culture est secondaire, je ne vois pas qu'elle est secondaire.
C'est bizarre parce que moi, quand je choisis ce qu'il y a dans mon assiette, en fait, l'alimentation, c'est un choix culturel. Et c'est tout. Merci. Bien. Merci à tous et la discussion se poursuivra.